Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, et oui, on installe Clipper. C'est la vidéo que vous attendiez. Alors, c'est là que ça se passe. On va la clipperiser, notre FLSON. Alors, bien entendu, si je suis capable de vous présenter cette vidéo-là, c'est grâce à Cyril qui a créé un pack spécial pour JS Tech pour vous autres. Alors, il a travaillé très fort. Donc, ceux qui vont utiliser ce pack-là, puis qui vont aimer ce qu'ils vont vivre avec ce pack-là, et s'ils aiment vraiment tout le travail, ben, si vous voulez faire une petite donation à Cyril, ça serait très apprécié, ça serait votre façon de lui dire merci. Pas obligé de donner 1000 $, là. On peut donner un petit 4-5 $, là, comme dit, ça ne coûte rien, ça y paye un petit café, puis il est bien content. Comme ça, lui, il peut s'acheter plein de matériel pour nous faire des nouvelles découvertes. Alors, c'est vous qui en profitez dans ce temps-là. Donc, c'est la petite parenthèse, Cyril. Alors, merci beaucoup, Cyril, d'avoir créé ce pack-là pour les abonnés. Merci de m'avoir aidé à bien comprendre Clipper et à bien maîtriser la base de Clipper. Bien entendu, je ne me dis pas professionnel. Alors, aujourd'hui, je vous partage ma méthode, la méthode à Cyril pour installer Clipper. OK? On n'a rien inventé, là. On n'a rien inventé. Le Clipper, il existe, puis la méthode est là, elle est sur Internet. Mais beaucoup de monde attendait cette vidéo-là pour bien comprendre. Alors, je vais vulgariser beaucoup. Donc, les pros clippers, venez pas me chicaner quand je dis quelque chose, là. Tu sais, j'essaie de faire de mon mieux. Mais à la fin, je vous promets que sa machine-là va imprimer parfaitement. Puis la vôtre aussi, OK? Aujourd'hui, je n'irai pas dans l'ADXL, je n'irai pas dans l'écran non plus, parce que je n'ai pas encore reçu le module ADXL. Celui que je possède, c'est un module qu'on soude. Puis quand on dit le mot souder des fils dans la chaîne YouTube JS Tech, oh, qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Alors, on ne soudera pas. J'ai commandé un module qui va être USB, pas mal moins compliqué, plus simpliste pour vous autres. Branche un petit câble sur la filaire d'Excel, pouf, c'est parti, on le fait, on enlève, terminé, on n'en parle plus. Ça, on aime ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin aujourd'hui? Un Raspberry. Pour ma part, j'en ai deux. J'ai le 3B+, et le 4, le Pi 4. Alors, pour ma part, j'ai utilisé le Pi 4, mais le 3B+, reste un excellent choix. Ensuite, on peut même aller jusqu'à un Raspberry Pi 0 2W qui est très fonctionnel. On peut même gérer jusqu'à 2 imprimantes avec le Pi 0 2W. Par contre, il va falloir vérifier vos connectiques parce que le Raspberry Pi 3B+, ou le Pi 4 a beaucoup de ports USB en avant, donc c'est pratique lorsqu'on veut installer une caméra et d'autres fonctionnalités. Donc, 4 ports USB en avant, c'est cool, on aime ça. Et on a une sortie HDMI standard. Donc, ceux qui veulent acheter, excusez, un écran HDMI, ça va fonctionner. Raspberry Pi 0 a un mini HDMI, donc il va falloir vérifier pour acheter les bons câbles pour alimenter votre écran ou autre. Et les USB, ce n'est pas des USB standards comme ça. Alors, ça va être à vérifier pour ceux qui veulent utiliser le Pi 0 2W. Sinon, qu'est-ce qu'on a besoin ensuite? Le cœur, la petite carte micro SD. On a besoin d'une bonne carte micro SD. On va s'entendre tout de suite, là, OK? On installe tout Clipper là-dessus. Tous nos paramètres vont être là-dessus. Toutes nos configs vont être là-dessus. Il va y avoir beaucoup de lecture-écriture. Alors, si on commence à prendre une carte micro SD qu'on a eue avec nos imprimantes ou on a acheté 10 là, pour 3 $ chez Amazon ou AliExpress, c'est peut-être pas un bon choix. Moi, pour ma part, j'utilise une SanDisk Ultra Boostée Turbo 128 GB, mais on peut très bien aller avec une 32 GB ultra rapide, de bonne marque, de bonne qualité, parce qu'on veut que la carte dure dans le temps. On ne veut pas que l'imprimante arrête d'imprimer et que l'on ait des erreurs fatales partout, là. Donc, carte microSD, importante, très importante. Ensuite, on a besoin d'alimenter notre Raspberry, parce que si vous mettez votre Raspberry en externe, bien, il faut l'alimenter. OK? Deuxième chose, on a besoin d'un câble USB. Le câble USB qu'on va brancher dans notre Raspberry, ici comme ça, et qu'on va venir relier à notre imprimante. Et voilà, c'est tout, c'est fonctionnel. On a juste besoin de ça pour installer Clipper et faire fonctionner notre FLSON SR. Pour ma part, j'ai tout installé à l'intérieur, comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Et parlant de la précédente vidéo, il y a du monde qui m'ont dit « Tu n'as pas mis de lien pour tes fichiers que tu as utilisés pour installer le Raspberry ». Effectivement. Parce que les liens que j'avais trouvés, c'était un YouTuber qui l'avait fait. Et je n'ai pas aimé le système dans le sens que, très beau design tout, mais ça m'a obligé d'enlever
mon petit cône ici, ma petite entonnoir qui vient protéger mon fil. Je trouvais ça dommage parce que j'aimais bien ce concept-là d'entonnoir qui protège le câble. Alors, ce qu'on a fait, j'ai parlé à Cyril. Bien entendu, Cyril a dit, je vais te régler ça. Il m'en a fait un autre, il l'a fait couder. Alors, avec ça, on libère le centre et on est capable d'installer notre entonnoir, on est capable d'installer notre carte mère, notre ventilateur et notre Raspberry sans aucun problème. Alors, ça, c'est réglé et les liens vont être dans la description. C'est le pack que vous allez télécharger et dans le pack, tout est compris. Vous avez les STL que vous avez besoin pour modifier votre FSON. Vous avez les fichiers qui vous permettent de configurer votre clipper. C'est ça qui est important parce que c'est ça qui est compliqué. Tous les fichiers qu'on a besoin pour que le clipper fonctionne bien par rapport à notre machine. Puis Cyril vous a fait un pack qui les contient tous et ça fonctionne vraiment bien. Les macros, tout est parfait. C'est un charme. Ça, on va regarder ça à l'ordinateur tantôt. Et vous avez aussi tous les outils que vous avez besoin, les fichiers pour l'écran. Quand on va installer un écran, vous avez tous les PDF de 0 à 12, si je ne m'abuse, qui vont vous donner les détails, les étapes un par un pour installer Clipper. Donc, avec ce pack-là, vous allez être en business, vous allez pouvoir vraiment convertir votre FSON SR en Clipper. Donc, merci beaucoup Cyril encore une fois. Il a vraiment travaillé fort, des heures et des heures. Alors, si vous voulez le récompenser, ça va être apprécié. Moi, je n'ai pas besoin d'être récompensé. Quand vous regardez ma vidéo, puis quand vous laissez un petit pouce en l'air et vous me laissez un commentaire, c'est ma paye. Alors, j'ai pas mal fait le tour, on a pas mal discuté, je pense que j'oublie rien. Fait que là, on va regarder pour se transférer à l'ordinateur et on va faire les étapes une par une. Là, ça, c'est le bout qui est long, c'est le bout qui est plate, ça. Mais je vous le dis tout de suite, là. Si vous regardez cette vidéo-là, puis je suis sérieux, là, puis que là, vous dites, ah ben tiens, je vais tout de suite aller à cette étape-là, ben, allez voir une autre vidéo. Regardez pas celle-là. Parce que c'est sûr qu'à la fin, là, ça ne marchera pas. On l'a testé. On a un ami qui a testé la procédure, puis quand il arrêtait de suivre la procédure, ça ne marchait plus. Alors, il faut vraiment suivre les étapes une à une. Et à la fin, vous allez voir, ça semble compliqué, mais à la fin, ça va être facile, puis ça va fonctionner. Donc, important, on suit la procédure. On se transfère à l'ordinateur, puis on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, première étape, vous devez prendre ce lien qui est ici, qui est le lien du GitHub à Cyril. Alors, on fait copier et je vais vous mettre le lien dans la description, bien sûr. On s'en va dans le navigateur de notre choix et on fait coller Enter. Et voilà, on est maintenant sur le GitHub à Cyril. Le GitHub qui va être mis à jour régulièrement. Si on trouve certains problèmes, on va les corriger et ça va être mis à jour directement là. Une fois que vous arrivez ici, alors vous voyez ici, vous avez un petit lien PayPal qui est là. Donc, si vous voulez faire un petit don pour dire merci à Cyril, ça serait très apprécié. Sinon, vous cliquez ici sur le code. Voyez-vous le bouton vert? On fait code et on fait Download Zip. Automatiquement, le fichier va se télécharger dans notre répertoire Download. OK? Maintenant, une fois téléchargé, on fait ouvrir le fichier et on va extraire. Pour ma part, j'utilise WinRAR. Mais si vous avez le logiciel SetZip, WinZip ou peu importe, il faut vraiment le décompresser. Assurez-vous d'avoir le logiciel qui va vous permettre de décompresser votre zip. Alors, on fait extraire, on va le mettre à la même place dans le répertoire téléchargement. Donc, on a terminé maintenant de ce navigateur. Maintenant, on va aller dans notre explorateur, dans notre répertoire téléchargement. Et voilà le fichier qu'on a téléchargé. Et on a maintenant le dossier extrait avec tout le GitHub au complet de notre ami Cyril. Alors, on a les étapes 0 jusqu'à 12. Alors maintenant, on va regarder comment fonctionnent ces étapes-là. Alors, on va commencer par le PDF 00. Pour ceux qui veulent prendre de l'information sur Clipper et regarder tout ça, puis lire beaucoup là-dessus, c'est ce lien-là qui va être utile pour vous. Et en même temps, il y a d'autres liens dans ça qui peuvent être très pratiques pour vous aussi. Donc, alors, on a le PDF que Cyril a créé. Donc ici, en collaboration avec GStech, voici le pack nécessaire à l'utilisation de Clipper sur la FSON Super Racer. Important, c'est pour la Super Racer. Le pack comprend l'installation de MinSafe, système d'exploitation, la procédure du protocole SSH, la procédure de mise à jour, procédure de compilation, calibration. Vous avez toutes les procédures ici, de A à Z. Vous avez le lien du pack, celui que je vous ai mis dans la vidéo pour pouvoir le télécharger.
Alors, juste à cliquer dessus, autoriser et pac, vous êtes à la bonne place. Aussi simple que ça. Vous avez besoin comme matériel un Raspberry Pi 3B, 3B+, ou mieux, le Raspberry Pi 4B, mais la Raspberry Pi 0 2W fonctionne aussi, voyez-vous, tout est bien expliqué ici. Vous avez besoin d'une carte micro SD de 16 GB au minimum, alimentation Raspberry Pi pour brancher en externe, alimentation manuelle si branché en interne. Alors vous avez le lien, vous cliquez et pac, vous êtes prêt à commander l'alimentation que moi j'ai utilisée dans ma vidéo précédente. OK, vous avez même deux liens. Écran Raspberry officiel, celui que j'utilise moi dans ma prochaine vidéo, qui est celui ici. Un écran qui est un petit peu plus dispendieux, mais c'est un écran qui fonctionne instantanément parce que c'est du Raspberry pur. Ensuite, vous avez ici le lien pour un autre écran qui est une meilleure qualité côté résolution que l'officiel Raspberry Pi, mais c'est un écran qui est quand même juste un moniteur dans le fond. C'est différent, mais c'est très fonctionnel. Ça a été testé par un abonné et ça fonctionne très bien. Alors, très bel écran, très fonctionnel. Je vous le recommande si vous voulez y aller avec... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écran-là va fonctionner avec le Raspberry Pi 02W. L'écran ici, Raspberry officiel, ne fonctionne pas avec le Pi 02W. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis des liens pour être capable de retrouver cet écran-là, parce que ça prend... Le firmware est conçu pour cet écran-là et cet écran-là. On n'a pas fait le firmware pour les autres modèles d'écran parce que chaque écran a le caractéristique. Donc, on a fait ces deux-là. Les liens utiles, alors vous pouvez lire sur Clipper. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous vous ramassez sur Clipper, vous avez toutes les documentations prêtes à lire et à vous documenter. Vous n'êtes pas obligé, mais vous les avez. Documentation pour Moonraker, Mainsail, Clipper, Screen pour l'interface de l'écran, les STL utiles pour pouvoir installer les sticks portables Input Shaper, les NeoPixel et d'autres STL qui sont dans le dossier du pack. Ensuite, le support, c'est le Discord qui va vous permettre d'avoir de l'aide. Si vous rencontrez certains problèmes, venez sur le Discord. On va vous aider du mieux qu'on peut. La communauté est très grande et beaucoup de monde connaissent ça et vont pouvoir vous guider. Alors, ça, c'est pour le PDF 00. Alors maintenant, on est rendu à l'installation du Mainsail OS qui va nous permettre de faire fonctionner notre clipper. Donc, on double-clique dessus. L'étape 01, installation de Mainsail OS. Télécharger et installer la version du Raspberry Pi. Voyez-vous, il faut suivre les étapes. Alors, on clique là-dessus. Ça nous amène directement à notre navigateur qui nous permet de télécharger, de downloader la version qu'on a besoin du Raspberry Pi Imager pour notre système d'exploitation. Donc, download pour Windows pour ma part. Il va me télécharger le fichier en haut là. Je fais ouvrir le fichier et je fais installe-moi là. Et voilà, il est en train de l'installer. C'est quand même assez rapide côté installation. Et on fait Finish, puis il va me l'exécuter parce que j'ai coché l'option Run. Donc, mon petit programme est là. Il est exécuté, il est fonctionnel. Maintenant, je peux fermer mon navigateur. Et voilà, donc si je continue à lire, lors de l'ouverture du Raspberry Pi, l'élément suivant s'affiche. On a l'élément. Sélectionner, choisir l'OS et faire défiler jusqu'à Autre spécifié propose OS. Alors, on s'en va ici. On clique là-dessus et on s'en va dans Autre spécifique OS. Prenez garde de ne pas vous tromper avec Autre général. C'est vraiment Autre spécifique, très bien écrit ici, là. On clique dessus et voyez-vous, il y a une petite icône, ça marque 3D Printing. Si je descends dans ma référence ici, sélectionnez 3D Printing. Puis il nous montre la place. Voyez-vous, on ne peut pas se tromper. Ensuite, si on continue à descendre, sélectionnez Mainsail OS. Alors, voyez-vous ici, là, Mainsail OS. Alors, je descends, il est là. Mainsail OS, il est en haut, en premier. Et là, il me dit de prendre, puis la version désirée 32 bits ou 64. Il y a beaucoup de monde qui va aimer la 32 bits. Pour ma part, j'ai travaillé avec la 64, fonctionne très bien. Donc, je vais prendre la 64. Voyez-vous ici, là, c'est sélectionné. Et maintenant, ça dit, une fois fait, cliquez sur Choisir le stockage. Donc, je clique ici. Et voyez-vous, ma clé USB que j'ai insérée au préalable avant est ici. C'est une 128 GB, celle que je vous parlais tantôt. Et voilà. Donc, je continue. Voyez-vous comment c'est simple? On suit les étapes. Ici, c'est là que ça devient un petit peu plus, je ne dirais pas compliqué,
mais il faut prendre le temps de bien lire. Le nom de l'hôte, de SSH et le Wi-Fi de la langue et de nombreux autres paramètres peuvent être désormais parcourus et préconfigurés. Donc, c'est important de ne pas faire écrire tout de suite. Il faut aller dans notre petit engrenage ici et il nous apparaît cette fenêtre-là. C'est là qu'on va devoir faire fonctionner cette fenêtre-là, de bien la paramétrer comme il faut. OK? Alors, si je descends, ça nous dit « Configurer les divers paramètres comme suit ». Donc, on coche 7 SSH. Voyez-vous, lui, la personne, Cyril, il a écrit FSON Super Racer. Pour ma part, je peux très bien effacer ça et écrire JSTech, tout simplement, sans pas d'importance. L'important, c'est d'écrire ce qu'on veut. Ça peut être FLSON SR, -SR. On fait ce qu'on veut. C'est à votre guise. Le but est d'identifier la machine qu'on veut travailler parce que si on installe plusieurs machines, c'est plus facile de les identifier en ayant ce fichier, ce nom-là décrit parce que c'est un nom qu'on va pouvoir aussi interfacer en faisant FLSON-SR.local dans notre navigateur. Sinon, pour le reste, on continue. Alors, je descends. C'est marqué Enable SSH. Et l'option Use Password Authentification est cochée. Donc, je descends ici. Voyez-vous, c'est marqué Set Username Password, Username P. On ne touche pas au P, c'est très important. On fait juste mettre un password. Donc, je vous encourage à écrire un mot de passe que vous n'oublierez jamais. Très important de ne jamais oublier le mot de passe. Alors, assurez-vous d'écrire un mot de passe que vous allez vous rappeler. Ensuite, c'est marqué de configurer le Wi-Fi. Alors, comme vous ne brancherez pas de câble réseau, parce que si vous avez un Pi02W, il n'y a pas de prise réseau fixe, donc on a besoin d'avoir du Wi-Fi. Donc, c'est très pratique d'avoir le Wi-Fi, je vous l'avoue. Alors, pour ma part, mon Wi-Fi, c'est simple. Si je regarde ici, mon Wi-Fi s'appelle Jocelyn-2.4 GHz ou Jocelyn-5 GHz. Je vous conseille de prendre le 2.4 parce que c'est plus standard pour le Raspberry. Je ne crois pas qu'il gère le 5, ça dépend des modules Raspberry. S'il gère le 5, vous pouvez y aller en 5. Pour ma part, je vais prendre le 2.4. Donc, le SSID, c'est le nom de mon sans-fil. Alors, je vais écrire le nom de mon sans-fil, underscore 2.4. Et voilà, je l'écris exactement comme il est écrit ici. Là, voyez-vous, je n'ai même pas mis de J majuscule, donc je vais m'assurer de mettre un J majuscule. On va avoir la même chose que l'autre. Ensuite, ici, je vais décocher Show Password parce qu'on ne veut pas montrer mon mot de passe. Et maintenant, je vais écrire mon mot de passe. Et voilà, c'est écrit. Ensuite, ici, parce que voyez-vous, dans la description ici, c'est bien écrit là. Ensuite, c'est marqué votre country. Pour ma part, vous, si vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir prendre FR si vous êtes de la France. Pour ma part, comme je suis au Canada, alors je vais aller tout simplement chercher CA pour Canada. Et voilà. Alors maintenant qu'on a mis notre CA, on va maintenant cocher Set Local Setting. Et pour ma part, mon pays le plus proche, c'est Montréal. Donc je vais aller cliquer sur Amérique, Montréal. Donc c'est dans les M. Alors je déroule. Et voilà, je vais prendre Montréal. Ça, c'est pour mon fuseau horaire. Et je vais prendre le clavier français qui est le CA pour ma part, mais pour vous, ça va être FR pour votre clavier. Alors, je descends jusqu'à CA et voilà, donc j'ai mon clavier. Et voilà, c'est tout, c'est configuré. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est sauvegarder tout ça et faire écrire. Donc, toutes les données de stockage dans la carte microSD qui est présentement connectée vont être supprimées pour les nouvelles données. On fait oui et on laisse la carte se préparer. Donc, je vais mettre un accéléré là-dessus pour ne pas trop perdre de temps. Et voilà, c'est maintenant terminé. Mansale a bien été écrit sur notre lecteur de carte SD. Donc, on fait continuer. On peut maintenant fermer cette application-là. On n'en a plus besoin. Maintenant, on est prêt à aller brancher notre carte microSD dans notre Raspberry. Parce que si on continue, ici, on peut regarder la suite. Comme indiqué, on a mis notre hostname, ça nous a dit oui. Ça a fait l'écriture, la vérification, comme on a vu dans l'image rapide que j'ai faite avant.
et vous pouvez maintenant fermer le Raspberry Pi Majeur. Donc, c'est terminé. Alors, je peux fermer ça et maintenant, on va vérifier pour brancher notre carte microSD dans le Raspberry. Alors, faites pas le saut, ça prend au moins 5 à 10 minutes, dépendamment de nos ordinateurs, vitesse de la carte microSD et autres paramètres, pour faire l'étape qu'on vient de faire. Et voilà, notre carte microSD est maintenant créée. Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir l'insérer en dessous de notre Raspberry Pi. On a un endroit spécial pour la carte microSD, donc on l'insère ici. Ensuite, on vient brancher l'alimentation de notre Raspberry, notre câble USB qu'on vient brancher en haut de notre imprimante si on est en Raspberry Pi externe. Sinon, pour ma part, je vais prendre ma carte microSD et je vais venir l'insérer dans mon Raspberry sur le dessus de mon imprimante parce que je l'ai incrusté dans ma machine pour avoir une belle job propre. Ensuite, on démarre la machine et on va laisser virer le Raspberry un bon 4 à 5 minutes pour être sûr que tous les fichiers s'initialisent bien et que lorsqu'on s'en va à l'ordinateur et qu'on fait une recherche de notre adresse IP, ça fonctionne. Alors maintenant, je la branche. Je compte 5 minutes, puis je m'en vais à l'ordinateur. Alors maintenant, on est rendu à l'étape de connecter via le SSH. Donc, étape 2, on double-clique sur le fichier PDF. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on doit faire. On doit obtenir l'adresse IP de notre Raspberry Pi. Alors, si on ne s'est pas trompé lorsqu'on a écrit le SSID de notre routeur sans fil et notre mot de passe, normalement, notre Raspberry Pi devrait être connecté à notre sans fil à l'heure qu'il est. Donc, on va cliquer ici sur le lien IP Scanner et automatiquement, il va télécharger le fichier en cliquant « Télécharger gratuitement ». On n'a pas besoin de cliquer là-dessus. Voyez-vous, automatiquement, le fichier se télécharge. C'est aussi simple que ça. On fait « Ouvrir le fichier » et là, il nous offre de l'installer. On fait « OK ». Là, vous avez deux choix, installer ou seulement l'exécuter. Pour ma part, je vais préférer l'installer parce que souvent, les personnes vont perdre l'alimentation électrique de leur maison et lorsqu'on se reconnecte, le Raspberry peut prendre une autre adresse IP parce qu'on est en DHCP automatique. Alors, l'installer va vous permettre de retrouver votre adresse IP une nouvelle fois si vous le perdez. Ceux qui sont capables d'aller fixer l'adresse IP du Raspberry dans votre routeur, vous n'avez pas besoin, juste l'exécuter. Alors, je fais suivant. Je comprends, installer, et voilà, on l'installe, c'est tout, on va faire exécuter. Maintenant, on n'a plus besoin du navigateur, on le ferme. Rendu ici, si je continue ma procédure, voyez-vous, on fait analyser. Alors, je m'en viens ici, automatiquement, le logiciel a vu mes adresses IP, je fais analyser. Là, il va se fouiller partout dans mon routeur sur mon réseau local pour trouver tout ce qui existe d'adresse IP. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on ne pourrait pas trouver par rapport à notre Raspberry. Donc, on le laisse travailler. Et voilà, je peux tout de suite voir où ce qu'il est. Voyez-vous, il s'appelle Raspberry Pi Trading LT. Il s'appelle Effelson SR, c'est le nom que j'y ai donné. Voyez-vous, c'est plus facile de l'identifier. Donc, j'ai son adresse IP qui est ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de jamais oublier cette adresse-là. Ça se peut qu'elle change si on perd l'alimentation, comme je vous dis, mais pour le moment, on le sait que c'est 192.168.1.101. Donc, je peux fermer le programme. Et maintenant, je continue. Alors, récupérez votre adresse IP. Il est temps. Et télécharger et installer le logiciel Mobaterm ici. Alors, je clique là-dessus. Et voyez-vous, j'arrive à la fenêtre ici. Donc, j'ai l'option de prendre Mobaterm Home Edition avec le portable, donc qui ne s'installe pas, et la version qui s'installe. Pour ma part, je vais préférer la version qui s'installe. Donc, je clique dessus, il me la télécharge, je fais ouvrir. Je vais avoir besoin de l'extraire. Et voilà, avec WinRAR, bien entendu. Je retourne dans mon fichier, dans mon dossier de téléchargement. Voyez-vous, le Mobaterm est là. Je double-clique sur le fichier d'install et je fais Next, j'accepte, Next, Next, Install. Et voilà, c'est tout pour l'installation de Mobaterm Finish. Donc, je peux fermer cette page-là. Maintenant, il me dit lancez-le, puis cliquez sur l'icône SSH. Alors, je vais faire une recherche de Mobaterm. Il est ici et voilà, on l'exécute. Je vais même l'épingler à ma barre des tâches, comme ça je ne courrai plus après.
Et voilà, donc ça, c'est mon ancienne config. Je vais la déliter, celle-là, parce qu'il se rappelle de mes anciennes essais que j'ai faits. Maintenant, si je retourne dans mon PDF, qu'est-ce que ça me dit? Lancez-le, puis cliquez sur l'icône Session SSH. Alors, on clique sur Session ici, et on clique sur SSH. Voyez-vous, c'est très facile, là. Prenez le temps de bien lire la procédure. Maintenant, renseignez l'adresse IP de votre Raspberry qu'on vient de trouver. Alors, l'adresse est ici. Donc, je m'en vais ici, je clique sur Session, je clique sur SSH, je renseigne mon adresse IP qui est 192.168.1.101 et je vais lui dire ici Specific Username, je vais écrire Pi. Je pourrais aussi, on va aller plus loin un peu, vous n'êtes pas obligé, ok? Vous pouvez juste faire ça, mais je pourrais très bien aller ici et me créer un paramètre. Là, il y en a déjà un de créé, je vais faire Delete All. On pourrait arriver puis faire Nouveau, marquer l'utilisateur, donc JSTech, c'est pas important. Le username, c'est Pi. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que j'ai choisi au début quand j'ai créé ma carte microSD. Alors, je fais OK, OK. Et ici, je vais prendre JSTech et ça va me connecter automatique. Je n'aurai pas besoin d'écrire le mot de passe. Mais si vous voulez, faites juste écrire Pi. Et quand vous allez connecter, ça va vous demander votre mot de passe. Vous l'écrivez tout simplement. Donc, pour ma part, JSTech, OK. Et voilà, ça me dit, hey, attention, on fait accept. Et voilà, ça m'a connecté, puis ça a même écrit mon mot de passe pour moi. Fait que j'ai pas eu besoin de l'écrire, c'est pratique. Donc, on se retourne dans la description ici. Alors, voyez-vous, là, il vous aurait demandé le mot de passe, mais moi, comme j'ai contourné un peu cette procédure-là, mais pour vous, comme je vous dis, ça peut fonctionner aussi. Une fenêtre d'autorisation va s'afficher autorisée là. Et voilà, on vient de l'autoriser. Une fois connecté, sur la partie gauche de la fenêtre, vous avez l'accès au dossier. Donc, ici, on a nos dossiers. Si je retourne là, voyez-vous, j'ai toute la structure de mon Raspberry. Et ici, j'ai ma fenêtre de commande qu'on a besoin pour travailler. Ensuite, on continue. C'est tout. On ferme lui. On est rendu à la prochaine étape. On est maintenant rendu à l'étape 3, mise à jour des dépendances. Alors, on clique là-dessus et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, dans la fenêtre d'invité de la commande SSH, on doit faire les commandes suivantes. Donc, on sélectionne tout ça. Important de le mettre en bleu, faire bouton de droite de la souris, copier. On s'en va maintenant dans notre fenêtre. Ici, on fait bouton de droite de la souris. On ne fait pas CTRL-V, on fait Enter. OK? Il me demande le mot de passe de mon Raspberry. C'est le mot de passe que j'ai mis tantôt quand j'ai créé ma carte microSD. Alors, je l'écris. Là, je viens de l'écrire, mais c'est rien passé, c'est normal, c'est voulu. C'est pour ne pas voir le mot de passe, c'est des protections du Raspberry Pi. Alors, on l'écrit et on fait Enter et ça va fonctionner. OK? Ça, c'est la première étape. Et voilà. Ensuite, on fait la deuxième étape. On fait bouton droit, copier. On s'en va dans notre système. On fait bouton droit de la souris, Enter. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on retourne encore dans le PDF. C'est marqué supprimer ensuite les dépendances. Donc, on sélectionne tout ça. On fait bouton de droite, copier. On s'en va ici. On fait bouton de droite, Enter. Puis quand ça revient comme ça ici, on est prêt à faire les autres commandes. Donc, on retourne ici. On sélectionne les autres commandes. Bouton de droite, copier. Je m'en viens ici. Je fais bouton de droite de la souris, Enter. Bien important, bouton de droit de la souris, Enter. On ne fait pas de CTRL-V ici. On retourne là. On sélectionne ça, bouton droit de la souris, copier. On s'en va ici, on fait bouton droit de la souris, Enter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On continue. Vous pouvez également mettre à jour le firmware de votre Raspberry Pi en saisissant cette commande. Sudo RPI Update. Donc, je fais bouton de droite, copier. Je m'en viens ici. Je fais bouton de droite, Enter. Et on le laisse travailler. Là, il me demande, voulez-vous procéder? Je fais Y. Et voilà. Et voilà, la mise à jour du Raspberry est faite. Maintenant, on s'en va à la prochaine ligne de commande. Alors, je sélectionne tout ça ici. Bouton de droite, copier. Donc, puis c'est la commande suivante. Une à la fois toujours. Alors, je m'en vais ici et je fais bouton de droite et Enter. Une fois la commande faite, on s'en va ici. On sélectionne notre commande.
on fait bouton droit, copier. On s'en vient ici, on fait bouton droit de la souris, Enter. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On s'en va continuer à suivre nos étapes, puis c'est la commande suivante, redémarrer. Cette commande-là va redémarrer notre Raspberry Pi. Alors, bouton de droite, Enter. Et là, on va attendre un petit 2 minutes, le temps que notre Raspberry redémarre, et on va pouvoir appuyer sur R ici pour restarter la session. Alors maintenant, on est rendu à la 4e étape. C'est une étape qui est quand même très importante. On va prendre le temps de bien la faire. Alors, on double-clique sur le fichier. On est maintenant dans la procédure pour compiler l'installation du firmware de Klipper. Ça veut dire qu'on va créer un firmware qu'on va mettre sur une carte micro SD et qu'on va installer dans notre imprimante. Puis ça va flasher notre firmware de notre imprimante. Donc, ça va supprimer Marlin et ça va nous mettre le firmware de Klipper. Donc, c'est important de bien suivre la procédure. Alors, connectez-vous à SSH. On s'en vient ici. Je vais faire R pour restarter. Et voilà, je suis connecté en SSH. Maintenant, je retourne dans ma procédure. Ça dit maintenant, faites cette commande-là. Je fais bouton de droite copier. Je retourne ici, bouton de droite de la souris, Enter. Ça m'a amené dans le dossier Klipper. Alors, je retourne dans ma procédure, je fais Make menu config, bouton de droite, copier. Je retourne ici, bouton de droite et Enter. Et voilà, il apparaît un menu. Donc, si je vais voir dans mon PDF, sélectionnez ces paramètres. Notez, déplacez-vous sur le menu avec les flèches de votre clavier. Donc, dans le menu qu'on est ici, on n'utilise pas la souris, mais bien les flèches du clavier. Et valider l'élément sélectionné avec la touche Entrée. Donc, si vous avez une carte mère MKS Roben Nano V3 ou 3.1, ça va être cette config-là. Si vous avez une carte BigTreeTech SKR V1.3, ça va être cette config-là. Bien important. Là, vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour savoir c'est quelle carte et quelle carte? Je m'en vais vous le montrer direct là, ici. Alors, pour la BigTreeTech version 1, ça va être marqué ici, voyez-vous, BigTreeTech SKR V1.3. Donc, vous allez savoir que vous avez cette carte-là. Ensuite, vous avez la Nano MKS Nano 3.0. Alors, ça va être écrit comme ça. Et vous avez ici l'image pour la Roben Nano, on va la zoomer un peu, MKS Roben Nano V3.1. Alors, je crois que ça, c'est assez clair. Donc, vous allez devoir vérifier dans votre imprimante quelle carte que vous avez exactement. Ensuite, pour ma part, j'ai la MKS Roben Nano version 3.1. Alors, je m'en vais ici et je vais cocher Enable Extra Low Level Configuration. Je vais m'assurer de prendre le microcontrôleur architecture STM microélectronique STM32, de prendre le processeur STM32F405, de mettre le bootloader en 48K, clock de 8 MHz et communication USB P11, P12. C'est tout. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais appuyer sur Enter ici. Voyez-vous, il vient d'apparaître le menu. Je m'en vais avec les flèches du bas. Voyez-vous, je prends mes flèches, mes 4 flèches, puis je descends avec la flèche du bas et je fais Enter. Et là, je vais prendre le STM microélectronique STM32. Je fais Enter. Je m'en vais dans Processeur ici avec la flèche du bas, Enter. Et je vais prendre le STM32 407 parce que moi, j'ai comme je vous ai dit tantôt, la carte mère ici que je vous ai montré, j'ai la Nano 3.1. Donc, c'est la config que j'utilise. Ensuite, si on continue, bootloader, on clique là-dessus et je vais prendre 48K. Le cristal est à 8, on est correct. Communication, on a la bonne. Mais si on fait Enter, voyez-vous, on peut en choisir d'autres. Donc, c'est comme ça qu'on configure. Une fois terminé, on retourne ici. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit, puis celle-ci et appuyez sur la touche Q, puis Y pour sauvegarder. Alors, je retourne là, j'appuie sur la touche Q de mon clavier, il apparaît cette petite fenêtre-là, je fais Y pour Yes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je continue. C'est marqué Faire Make Clean. Donc, je sélectionne bouton de droite Copier. Je fais bouton de droite Enter. Ça s'assure que s'il y avait déjà une config, ça la supprime.
Maintenant, on retourne là. On va faire Make, bouton droit copier, bouton droit de la souris, Enter. Là, c'est en train de compiler le point bin, un peu comme on faisait quand on compilait le firmware de Christophe, puis on avait terminé, puis on faisait compile. Bien, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de créer un point bin qu'on va retrouver et qu'on va aller porter sur une carte micro SD et qu'on va pouvoir flasher le firmware de notre imprimante. Alors, on le laisse faire. C'est aussi simple que ça. C'est quand même assez rapide. Et voilà, il vient de terminer. Le fichier s'appelle clipper.bin, voyez-vous? Donc, on continue. Alors, récupérez le firmware, nommé clipper.bin sur la page gauche dans le répertoire Home, puis Clipper Out. OK? C'est bien important de bien comprendre cette fonctionnalité-là. Alors, quand on va avoir notre fichier clipper.bin, on va devoir aller porter le fichier clipper.bin, le télécharger et le mettre dans notre ordinateur ou sur notre carte micro SD. Parce que c'est important, il faut mettre ça sur une carte micro SD formatée en FAT32 4096. Alors, si je m'en vais dans mon explorateur et que je regarde, voyez-vous, j'ai ma carte micro SD que j'ai insérée, qui est une autre carte micro SD. On se comprend bien. Je fais bouton de droite, formater, et je m'assure d'avoir FAT32 4096. Je vous conseille de décocher ça et de faire démarrer. Ça va être assez long, mais c'est mieux et c'est plus garanti. Alors, pour ma part, comme elle est déjà formatée, je ne lui touche pas, je la laisse là. Et maintenant, je continue ma procédure. Alors, dans le répertoire Home P Clipper Out, je vais avoir mon fichier clipper.bin que je vais télécharger et que je vais aller porter dans ma carte micro SD. Ensuite, si votre carte mère est une Robin Nano 3 ou 3.1, vous devez impérativement appeler votre fichier comme ça et non pas comme ça. On se comprend bien. Si vous avez une carte mère Big Tree Tech SKR 1.3, vous devez renommer le fichier comme ça et non pas comme ça. Là, on s'est bien compris. Alors, on va faire la procédure. Je m'en vais ici. Je m'en vais dans Clipper ici, voyez-vous, Clipper. Et je m'en vais dans le fichier Out. Double-clic, Out. Et si je regarde, j'ai un fichier clipper.bin. Et voilà, donc, je retourne dans ma carte micro SD. Là, j'avais déjà un print, je vais supprimer mon impression. Alors, pour copier le fichier, c'est simple. Vous devez prendre votre souris, la mettre sur le Clipper Bin. Comme ça, on fait un clic, on fait bouton de droite, on fait Download et on va la porter. Pour ma part, je vais aller tout de suite la porter dans mon lecteur de carte micro SD qui est celui-ci. Donc, je fais OK là-dessus. Et voilà, il vient de télécharger le fichier. Si je retourne dans mon lecteur micro USB, voyez-vous, j'ai mon clipper.bin. Alors, je m'en vais tout simplement ici. Je vais sélectionner le fichier qui est là, le nom de fichier, excusez. Et je vais tout simplement renommer mon firmware. OK? Assurez-vous d'être bien comme ça, que ça soit comme ça. Assurez-vous que vous voyez vos extensions, le point bin. Si vous ne le voyez pas, bien, faites juste faire comme je viens de faire, là, de renommer le Robin souligné Nano V3 et ça va être fonctionnel. OK? On se comprend? Donc, maintenant, ma carte micro SD est fonctionnelle, prête à flasher la carte mère de mon imprimante. OK? Alors maintenant, on va continuer la procédure. Alors, ça le dit, copier le firmware, insérer la carte micro SD et allumer l'imprimante. L'installation dure quelques secondes, vérifier que le firmware a bien été installé et que la carte micro SD, le firmware, le fichier va s'appeler comme ça à la fin. Alors, si on comprend bien, quand je vais prendre ma carte, je vais l'insérer, l'imprimante va flasher ce fichier-là. Puis quand elle va avoir terminé, si ça fonctionne, elle va renommer ce fichier-là en .CUR, pas en .bin. Ça veut dire que ça a fonctionné. Ensuite, retirez la carte et redémarrez. Assurez-vous de connecter votre imprimante sur l'un des ports USB, comme je vous ai dit au début. Et on va continuer la procédure. Donc là, on va aller flasher, puis on vient ici. Alors maintenant, vous voyez, j'ai le clipper, j'ai le clipper original de la machine qui est fonctionnel. Je pourrais même faire un home si je voudrais. Ça fonctionne très bien. Donc, je ferme ma machine. Maintenant qu'elle est terminée, je vais insérer ma carte micro SD. Donc, je ne vous montrerai pas cette partie-là, ce n'est pas très joli parce que comme j'ai mis mon système à l'intérieur, je suis obligé de monter pour la mettre. Alors, j'ai de l'air fou monter sur ma chaise. Donc, ce bout-là, vous ne le verrez pas. Alors, je vais le couper. Donc, j'insère ma carte et on regarde ce que ça donne.
Et voilà, la magie du cinéma. Vous n'avez pas vu JSTEC jouer sur une chaise. Alors maintenant, j'ai inséré ma carte microSD dans le port microSD de ma carte mère. Je vais maintenant démarrer l'imprimante. Regardez bien ce qui se passe à l'écran. Je démarre. Maintenant, on voit le logo Effelson, c'est normal. Par contre, l'écran va essayer de communiquer avec la carte mère. Ça ne fonctionnera pas. Alors, on attend un bon 15-20 secondes minimum. On laisse le temps au fichier de flasher la carte mère. C'est quand même très rapide. C'est un tout petit fichier. Et une fois fait, on va pouvoir fermer l'imprimante et retourner à l'ordinateur. Donc, j'attends 15 secondes, 20 secondes. Si vous n'êtes pas pressé, mettez-vous dans une minute. Puis, on s'en va à l'ordinateur. Alors, maintenant que j'ai terminé d'avoir flashé mon imprimante, j'ai fermé l'imprimante pour enlever la carte microSD. J'ai redémarré l'imprimante et j'ai inséré ma carte microSD que j'ai utilisée pour flasher l'imprimante dans mon ordinateur pour vérifier si l'imprimante a bien renommé en .cure mon fichier. Donc, j'ai la preuve, voyez-vous, que ça a fonctionné. Alors, j'ai plus besoin de ma carte microSD. Maintenant, je retourne dans ma procédure. Ça me dit « Connectez-vous à nouveau en SSH et saisissez la ligne de commande qui est celle-ci. » Je fais bouton de droite « Copier ». Je m'en vais ici et je reconnecte en SSH. Et voilà, c'est fait. Je vais faire bouton de droite et entrer sur le clavier. Voyez-vous, ça vient de me sortir le port série qui va permettre à ma machine de communiquer, à Clipper, excusez, de communiquer avec mon imprimante. C'est un numéro qui est unique à votre machine, donc vous devez le faire, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas prendre celui qui est là. Alors, je vais faire bouton de droite sur ce que j'ai sélectionné en bleu. Faites pas le saut, ça vient de le copier ici. Là. On va tout simplement l'effacer parce qu'on ne veut pas l'avoir, parce que le bouton droit peut faire un copier aussi. Et je m'en vais ici dans mon dossier. Je vais me créer un petit document texte, donc nouveau document texte. Je vais l'appeler Serial tout simplement. Oups, mal écrit, comme ça. Et je vais coller le série de ma machine. C'est important. Et je vais le sauvegarder pour ne pas le perdre, OK? Parce qu'on va en avoir besoin. Alors, je retourne ici. Donc, c'est ce que ça me dit. Copier la ligne qui s'affiche ici. Et c'est tout. Alors maintenant, on est rendu à l'étape 5. On va double-cliquer ici. Ça dit « Utilisation des fichiers de configuration. Rendez-vous à l'interface web de Mainsail via votre navigateur web en saisissant l'adresse IP de votre Raspberry. » Alors, on n'a plus besoin de notre SSH. On peut le laisser brancher, il n'y a pas de problème. Pour ma part, mon adresse IP de mon Raspberry, c'est celle-là. Alors, je vais tout simplement souligner ça. Je vais ouvrir mon navigateur et ici, dans la barre d'adresse, je vais tout simplement rentrer mon adresse IP 192.168.1.102 et Enter sur le clavier. Et voilà, on est maintenant dans notre Clipper, excusez. Alors, on continue la procédure. Donc, rendez-vous dans les paramètres roue dentée en haut à droite. Alors, je m'en vais là. Paramètres roue dentée à droite. Voyez-vous? Et je continue la procédure. Puis, dans l'onglet Général, définissez un nom d'imprimante, puis passez à la langue française et fermez les paramètres. Alors, je m'en vais ici. Je vais cliquer ici sur Français. Et ensuite, je vais donner le nom d'imprimante. Je vais l'appeler Effelson SR. Et voilà, on ferme ça. C'est tout! Aussi simple que ça. On continue la procédure. Vous pouvez passer en revue les différents paramètres et les configurer à votre convenance. Donc, dans la petite gear qu'on était là tantôt, dans le petit engrenage, on peut s'amuser à rajouter plein de fonctionnalités. On va les regarder tantôt, inquiétez-vous pas. Rendez-vous dans l'onglet Machine sur la gauche et importez les fichiers suivants situés dans le dossier Configuration Effelson Super SR du pack. Alors, voyez-vous, c'est ces fichiers-là qu'on a besoin. Donc, on va faire ce qu'il nous dit ici. Vous pouvez faire un glisser les fichiers directement afin de les importer ou vous pouvez aussi cliquer sur l'icône d'importation qui est là. Vous avez deux solutions. Donc, ici, je m'en vais dans Machine. Je peux utiliser cette petite icône-là pour importer mes fichiers, comme je peux très bien utiliser ma fenêtre ici, voyez-vous, de notre pack Effelson Super Racer. Allez dans l'onglet Configuration et là, vous avez plusieurs dossiers. On va regarder ça, c'est simple, OK? Très simple. Si vous avez une carte mère Big3Tech et que vous avez installé
le LGX Lite, comme dans ma vidéo que j'avais faite auparavant, ben c'est ce dossier-là que vous prenez. Si vous avez une Big Tree Tech 1.3 avec le LGX Lite, mais le quart de chauffe, le triangle lave, qui est la cartouche de chauffe, c'est lui. Si vous avez la carte mère Big Tree Tech, mais que votre imprimante est stock, vous n'avez fait aucune modification sur l'extrudeur et autres, c'est lui. Si vous avez une MKS Robin Nano 3 ou 3.1 et que vous avez installé le LGX Lite, ça va être lui. Alors, pour ma part, c'est lui, moi. C'est lui que je vais prendre. Mais si vous avez aussi la Nano 3 ou 3.1 LGX Lite avec le triangle lave, vous pouvez prendre lui. Sinon, si votre imprimante est stock avec la Nano 3.0 ou 3.1, c'est lui. Alors, pour ma part, c'est lui que je prends. Et voyez-vous, je pointe tous les fichiers là. Et la première méthode, c'est de les sélectionner tous et de cliquer, tenir votre souris de gauche enfoncée et de les déplacer. Voyez-vous, on les dépose là. Et c'est fait. Ils sont copiés. Aussi simple que ça. Alors, moi, j'ai utilisé la première méthode. Mais vous pourriez aussi prendre cette méthode-là sans problème. Une fois importé, ouvrez le fichier Printer CFG et modifiez la ligne suivante dans la section Paramètres MCU qui est celle-là ici. Donc, on va aller ici dans notre onglet Machine et dans Printer CFG. Voyez-vous, on clique dessus, il apparaît ça. Ça semble épeurant, là, mais n'ayez pas peur. On descend complètement en bas. Et voilà. Et rendu en bas, voyez-vous, on a Paramètres MCU. Donc, on a le MCU, Serial, Commande. Voyez-vous, il y a des X. Alors, si on s'en va ici, c'est marqué Serial, XXX, en remplaçant les X par celui qu'on a obtenu. Alors, si je m'en vais ici et que j'ouvre mon petit Serial qui est là, et que je sélectionne ma ligne qui est là au complet, je fais bouton de droite, copier. Je retourne dans mon interface web et je fais ici, j'efface toutes les X en les sélectionnant. On s'assure de garder l'espace qui est là. Voyez-vous, là, on la garde. Et on fait CTRL V sur le clavier, CTRL et la touche V. Et voilà, ma ligne est copiée. Et ensuite, il nous dit de cliquer sur sauvegarder et redémarrer en haut à droite. Alors, je m'en vais sur mon interface. Voyez-vous, sauvegarder et redémarrer. Je clique et voilà. Si je clique sur mon... Voyez-vous, ici, ça travaille. Whoop! Regardez ici ce qui apparaît là. Donc, si je vais dans le tableau de bord, et voilà, mon imprimante est maintenant connectée à Clipper. Ça a fonctionné. C'est aussi simple que ça. Donc, si je retourne ici, après le redémarrage du firmware, vous devriez voir le MCU d'Aspiresseur connecté, ça on l'a vu. Ouvrez ensuite le fichier Moonraker config et modifiez la ligne suivante Enable Object Processing False par Enable Processing True. On fait juste dans le fond rajouter True au lieu de False. Alors, on s'en va ici, dans l'onglet Machine, on clique sur Moonraker config et voyez-vous, ici, c'est marqué Enable Object Processing False. Alors, je vais effacer le False tout en gardant la petite espace au début, bien entendu. Et je vais écrire T majuscule R-U-E. C'est tout. On fait sauvegarder et redémarrer. Si je regarde, voyez-vous, il me montre ici quoi faire. Ceci permet d'activer la fonction Exclude objet, ce qui permet d'exclure les objets individuels de l'impression en cours. Donc, ça va faire apparaître le petit bouton là. Ça veut dire que si vous avez 2 pièces ou 3 pièces qui s'impriment et plus, et qu'en cours de print, il y en a une qui se décolle, vous allez pouvoir cliquer là et dire que cette pièce-là, on ne veut plus l'imprimer. Et automatiquement, l'imprimante n'imprimera plus cette pièce-là. Il va pouvoir continuer les autres. Maintenant, on est rendu à la suite. Donc, toujours dans le fichier Moonraker config, supprimer les lignes suivantes. Je n'étais pas obligé de redémarrer mon clipper, alors j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Donc, il faut trouver la ligne Update Manager Maintain config, bien important. Alors, je m'en vais ici dans Machine, je m'en vais dans mon Moonraker config et je vais trouver la ligne où est-ce que ça parle de Update Manager config. Alors, si je regarde Update Manager Maintain config, donc, ça serait celle-là ici. Alors, lui, il me dit de tout effacer au complet ça. Alors, je m'en vais là, je sélectionne tout ça et je fais supprimer sur mon clavier, Delete, et voilà. C'est tout. Maintenant,
Je vais continuer à lire. Cliquez sauvegarder, redémarrer. Bon, ben là, je peux redémarrer. Alors, sauvegarder, redémarrer. J'attends un petit peu, je fais répéter. Et voilà, il s'est reconnecté. Donc, terminé pour cette étape-là. On est maintenant rendu à l'étape 6, calibration de l'imprimante, parce que tout fonctionne ici, là. Donc, on s'en va dans la calibration de l'imprimante. Alors, c'est important, ça, que ce soit n'importe quelle imprimante, n'importe quel fermoir, il faut toujours s'assurer que notre extrudeur nous donne bien les bonnes distances. Alors, c'est important de comprendre que si on demande 100 mm à notre slicer et que notre imprimante ne nous donne pas 100 mm, ça ne va pas bien. Donc, on configure notre extrudeur. Alors, ici, la procédure est claire. Pour calibrer votre extrudeur sur l'extrudeur, la distance de rotation est la distance parcourue par le filament pour une rotation complète du moteur pas à pas. Meilleure façon d'obtenir une valeur précise pour se permettre d'utiliser la procédure de mesure et ajustement. Donc, utilisez la procédure suivante. Assurez-vous que l'extrudeur contient du filament et que le hot end est chauffé à une température appropriée et que l'imprimante est prête à extruder. Donc, on va devoir démarrer une chauffe de notre imprimante et on va devoir y pousser une commande de filament qui est très simpliste, vous allez voir. Donc, utilisez un crayon marqueur et placez-vous une marque à 120 mm sur votre filament. Utilisez ensuite un pied à coulisse. Pour ma part, je vais utiliser une petite réglette. Et pour mesurer la distance la plus précise que possible, et notez bien 120 mm comme distance de la marque. Donc, la marque qu'on va écrire de 120 mm. Là, Cyril, il a mis les paramètres quand même techniques, mais j'ai dit à Cyril, peux-tu me faire un bel exemple pour les abonnés? Alors, à la fin, complètement ici, il m'a mis un bel exemple pour que vous puissiez bien comprendre les paramètres techniques et les paramètres qu'on peut connaître, nous autres. Alors, si on continue de lire, alors, on fait une marque, on extrude 100 mm en faisant la commande G91 et la commande G91 E100 F100. Notez 100 mm, distance demandée. Attendez que l'extrudeur termine le mouvement, bien important. Cela va prendre plusieurs secondes, Alors, prenez le temps de bien lire, c'est simple. Une fois fait, on mesure la distance de notre ligne qui nous reste. Alors, s'il reste 20 mm, vous n'avez pas besoin de calibrer votre extrudeur, il est parfait. Si vous avez 22 ou 18 ou quelque chose comme ça, bien, vous mesurez la distance qui vous reste et vous venez l'écrire comme c'est écrit là. Donc, si on comprend bien, je demande 100 mm de filament, j'ai fait une ligne à 120. Donc là, ça, c'est un exemple. Donc, pour Cyril, il restait 18. Quand il a eu fini d'extruder, il restait 18. Alors, il a fait la valeur, donc, la première marque à 120. Il a extrudé 100 mm. La mesure obtenue était de 18. Donc, le calcul à faire pour l'extrusion de 100 mm qu'on a demandé ici, c'est simple. C'est la distance mesurée égale ça. Ça, c'est compliqué, on ne comprend rien. Mais ça, on comprend. Donc, on a fait une marque à 120. La mesure qui nous reste, on l'écrit là, donc 120 moins la mesure qui nous reste, si c'est 22, 18 ou autre. Si c'est 20, on ne fait pas le calcul, ça ne donne rien. Égale 102. Là, il va falloir récupérer la valeur de rotation distance actuelle qu'on possède dans notre printer CFG. Alors, on va aller ici, dans Machine, Printer CFG, et on va aller dans la section, on va dérouler avec la roulette de notre souris, et on va aller dans la section extrudeur. Ça, c'est moteur, paramètres de l'extrudeur, et voilà. Donc, la distance de rotation est de 5,7. OK? Alors, si je continue, rotation distance actuelle, moi, c'est 5,7. Lui, c'était 7,8. Alors, moi, c'est 5,7 parce que j'ai un LGX Lite. Je ne suis pas stock. Donc, je multiplie par la mesure que j'ai eue ici, que je divise par 100. Ça va me redonner une nouvelle valeur que je vais tout simplement venir écrire ici. 5,7, je vais remplacer par ma nouvelle valeur. Alors, maintenant, on va se transférer avec l'autre caméra, puis on va regarder comment le faire. Alors, avant de se transférer à la caméra, on va aller dans le tableau de bord et je vais demander ici
pour la température de ma buse, ici, je vais écrire 210 parce que je vais mettre du PLA, je vais le chauffer un petit peu plus et je vais faire Enter. Voyez-vous, il est en train de chauffer ma buse. Alors, ça, c'est mon bed, c'est mon lit. Ça, c'est ma buse. L'extrudeur, voyez-vous, on voit le petit dessin de la buse. Donc, j'ai demandé une température de 210. Présentement, ma buse est en train de chauffer à 210. Alors, maintenant, je vais aller installer mon filament et on va regarder ce que ça donne. Alors, maintenant que la tête est démarrée, qu'elle a atteint son 210 degrés parce que j'utilise du PLA pour faire mon test, on va maintenant insérer le PLA et on va se faire une marque à 120 mm. Donc, je vais utiliser le filament GratKit qui m'a été gracieusement donné par la compagnie GratKit. Donc, merci pour cette bobine. Je vais maintenant l'utiliser pour faire mes tests et mes prints dans cette vidéo. Alors, on va déboucher la bobine et on va l'installer tout simplement dans notre imprimante. Alors, et voilà, quand même très bien emballé sous vide. On a le petit sachet de silicagel. Et maintenant, on a même un plastique par-dessus qui vient sceller notre filament. C'est vraiment bien emballé. Assez surpris. Alors, j'enlève le plastique. Et voilà. Comme ça. Le filament est ici. On peut l'enlever. Donc, c'est un beau filament gris. Ce que j'aime, c'est que ça arrive dans une bobine de carton, qui est un carton quand même rigide, mais quand même très mince. C'est surprenant, c'est un très beau carton. Alors, on va maintenant l'installer ici, comme ça. Je vais me couper mon filament un peu pour avoir une meilleure. Et voilà. Maintenant, je le rentre dans mon détecteur de filament. Et voilà. Et je viens l'insérer dans mon extrudeur. Comme ça ici. Et voilà, je vais même le pousser un peu pour faire sortir le filament. Et voilà, on voit très bien que le filament sort. Et je vais enclencher mon extrudeur. Et voilà, donc, je suis prêt maintenant à faire la commande. Mais avant, je vais descendre un peu ma tête pour avoir une certaine longueur. Je vais me prendre un crayon. Je vais me faire une marque à 120 mm tout simplement, mais je n'ai pas les bonnes lunettes. Et voilà, ça me prend ces lunettes-là pour faire des marques à 120. C'est ça, JSTEC qui vieillit. OK, alors pour ma part, je vais venir m'appuyer sur mon tube de PTFE ici. Et je vais insérer mon filament dans ma marque au milieu de ma règle parce que c'est une règle que j'utilise qui a une marque au milieu. Ça fait super bien pour tenir le filament. Et je vais écrire 120, une belle petite marque à 120. Et voilà, comme ça. Maintenant, je m'en vais à l'ordinateur et je fais mes 2 lignes de commande pour que le filament puisse sortir. Et après, je vais venir mesurer ma marque. Et voilà, maintenant que mon filament est inséré, je reviens à l'ordinateur et je vais démarrer la ligne de commande G91 en faisant un bouton de droite copier. Je m'en vais dans mon interface et ici, je vais la coller et je fais Enter. Et voilà. Et maintenant, je vais faire la ligne de commande G1 qui est ici, copier. Et je m'en viens la coller ici dans la console, coller, et je fais Enter sur le clavier. Et voilà, mon extrudeur est maintenant en train d'extruder mon filament. Donc, je vais attendre qu'il ait terminé d'extruder et on va mesurer qu'est-ce que ça nous donne. Et voilà, c'est terminé, l'extrusion est faite. On peut voir ici que mon filament a extrudé. Maintenant, je vais venir mesurer ma distance qu'il me donne. Alors, de ma ligne, je suis présentement à 23. J'aurais 23. Environ 23. Donc, je m'en vais faire le calcul pour 23. OK, alors on est maintenant revenu à l'ordinateur. On va maintenant faire le calcul pour notre nouvelle valeur d'extrusion pour avoir une bonne extrusion parfaite. Alors, le calcul est simple. Si on s'en va ici à cette section-là. Donc, ça nous demande la valeur initiale 120, la valeur demandée 100, la distance mesurée. Pour ma part, c'est 23 la distance mesurée. OK? Alors, je vais cliquer ici, je vais marquer calculatrice et voilà, on a la calculatrice. Donc, on dit 120, voyez-vous ici la formule 120, donc 120 moins 23, qui est ma mesure obtenue sur ma règle, égale 97. Alors, retenez la mesure 97.
Maintenant, on dit récupérer la rotation distance actuelle dans votre printer CFG à la ligne rotation distance dans la section paramètres extrudeur et driver. Alors, on s'en va ici, on s'en va dans machine, printer CFG, on va descendre dans la section driver, périmètre de l'extrudeur et driver. Et on a ici rotation distance 5.7. Donc, pour moi, mon extrudeur à moi, c'est 5.7 que j'ai. Alors, je retourne ici et je vais écrire la valeur de ma rotation à moi, qui est de 5.7. On suit, que je multiplie par ma valeur obtenue, qui est 97, avec le calcul que j'ai fait ici, là, et que je divise par 100, égale, et voilà ma nouvelle valeur à inclure dans ma ligne de rotation distance. Alors, 5.529. Donc, je retourne ici, dans ma valeur rotation distance. Alors, 5, on va le laisser, on va écrire 5.529, j'ai dit, hein, c'est bien ça? 5.529. Et voilà, j'écris 5.529, sauvegarde et redémarrer. Le clipper redémarre. Si je regarde ici, voyez-vous, il est en train de redémarrer. Et voilà, il va se redémarrer tout seul, il va se reconnecter automatiquement. Boum, c'est fait. Je vais maintenant redémarrer 210 ma buse et je vais faire une fois de plus les mêmes opérations. Donc, je vais faire la commande G91 et je vais faire la commande G1, E100, F100 et je vais aller me faire une marque avant, puis je vais mesurer et s'il me reste 20 mm sur ma règle, donc je suis parfait. Sinon, je corrige encore. Alors, je le fais hors caméra et on revient. Alors maintenant, on est rendu à faire la calibration du PID de la buse et du plateau. Alors, comme ma buse est déjà très chaude, je vais attendre, je vais faire mon plateau en premier. OK, ce n'est pas important l'ordre. L'important, c'est de calibrer notre PID pour le lit et le plateau. Alors, avant toute chose, on s'en va dans notre clipper. Voyez-vous, en bas complètement, vous avez des macros. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer un petit peu notre interface. Donc, vous cliquez sur les petits engrenages en haut et vous allez aller complètement en bas dans Tableau de bord. Là, vous avez l'interface de votre écran, l'interface d'un écran standard, d'une tablette et d'un mobile. Parce que oui, on peut y accéder par mobile et tablette. Alors, dans Écran large, je vais prendre mon onglet macro qui est ici. Voyez-vous, ce qu'il y a des petits pointillés. Je vais mettre ma souris dessus, je vais tenir la souris enfoncée et je vais déplacer ça ici. Même chose pour mes drivers, je vais aller les porter là. Comme ça fait plus propre dans mon interface. Et je vais tout simplement fermer ça. Et voilà, j'ai accès à mes macros et autres. J'aurais même pu mettre, si je veux, dans le tableau de bord, mettre mes macros ici, puis amener mes drivers là. Aucun problème. On fait ce qu'on veut, c'est notre interface, on la configure à notre goût. Alors, voyez-vous ici, j'ai beaucoup d'options que pour le moment, ce n'est pas disponible parce qu'à l'ADXL, on n'a pas notre capteur d'installer. Donc, ce que je vais faire, je vais m'en aller ici encore dans la petite roue. Je vais aller dans l'onglet Macro. Et ici, je vais tout simplement décocher. Ça ne les désactive pas. Ça fait juste plus les afficher. Ça va faire plus propre un peu. Donc, j'enlève le ADXL X, Y, le noise, le test, le bed leveling. J'en ai besoin. Calibration PID, buse et plateau, j'en ai besoin. Delta calibration aussi. Fin de print, j'en ai pas besoin. Stop calibration, on en a besoin. Load filament, pas vraiment besoin. 205, pas besoin. M600, pas besoin. Sauvegarder, on peut le garder. Start print, pas besoin de ça. Unload filament, on peut l'enlever. Vous pourriez le laisser si vous voulez. Là, le load et unload, vous pouvez le laisser si vous voulez. The offset calibration, on le garde. On ferme ça. Voyez-vous, c'est plus propre et plus facile. Maintenant, on va calibrer notre PID pour la buse et pour le plateau. Alors, on va commencer par calibration du hot-end. Donc, c'est la buse. Par défaut, 220. Si vous n'aimez pas la chaleur, cliquez sur la flèche, venez écrire ici votre chaleur et faites envoi. Et automatiquement, ça va fonctionner. Par contre, si vous cliquez là-dessus et que vous faites envoi, la macro ici ne tournera pas, c'est normal. Mais si vous cliquez directement là-dessus, voyez-vous, la macro tourne et l'imprimante maintenant est en train
de faire un home et redescend sa buse à 50 mm du plateau. Alors, c'est normal, ne vous inquiétez pas lorsqu'elle va descendre, c'est pas épeurant. Donc, on lui laisse faire son PID pour la hot end et dès que c'est terminé, on reprend. Pour la calibration du bed, même chose, on fait juste cliquer sur calibrer bed et c'est tout. Maintenant, si je clique dessus, regardez bien qu'est-ce qui se produit. En cliquant dessus, l'imprimante fait son home, elle redescend à une position et elle va faire la calibration de son plateau. Alors, on la laisse faire. On en a pour un 5 minutes minimum. Donc, on revient. Et voilà, c'est terminé pour le PID du plateau. Donc, vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait une calibration de PID ou autre macro qu'on utilise, il y a un redémarrage qui se fait. C'est normal, il faut appliquer les correctifs de clipper, OK? Alors maintenant, on va regarder pour calibrer les autres options qui sont ici, qui sont les options de, on descend un peu plus bas. Alors, on doit ajuster notre Z-offset, donc on va devoir calibrer la hauteur de la buse par rapport à notre plateau. Alors, on regarde ça. Alors maintenant, on est rendu à calibrer le Z-offset. C'est important, c'est la hauteur de notre buse par rapport à notre capteur de nivellement. Donc, on doit faire le Z-offset. On a deux méthodes. La méthode de le faire manuellement, c'est plus touché un peu. On vous a concocté, Cyril vous a concocté une petite macro qui va faire le travail. Donc, on a la macro Z-offset calibration qu'on peut faire à partir de notre écran. Directement dans l'interface web ou à partir de l'écran si on installerait l'écran. Mais ça va être pour plus tard, l'écran. Alors, on doit maintenant brancher le capteur de nivellement, très important. Alors donc, comme vous le voyez ici, j'ai installé mon capteur de nivellement et je viens le brancher à mon connecteur. Et voilà. Donc, je peux maintenant démarrer ma calibration. Alors, je m'en vais dans mon interface ici. Et je vais faire calibration du Z-offset calibration. Je clique un coup. Et regardez qu'est-ce qui se passe. L'imprimante vient faire un home. Elle va descendre et va aller palper le plateau. Et voilà. Elle va le palper 2 à 3 fois. Et voilà, 3 fois. Elle se relève et elle ne bouge plus. Et à l'écran, il nous apparaît ce menu qui est ici. Alors, j'enlève mon capteur de nivellement, important, enlevez-le. On le met de côté. On n'est pas obligé de le débrancher. On vient installer notre petite feuille, OK? Bien important. Et maintenant, avec la touche -1, je vais cliquer en bas ici, -1. Assurez-vous que votre ordinateur est assez près de votre imprimante pour pouvoir cliquer là-dessus parce qu'on n'a pas l'écran. Alors, on clique sur le -1. Voyez-vous, la buse descend. J'appuie plusieurs fois jusqu'à temps que la buse soit très près de ma feuille. Et voilà, elle est quasiment arrivée à ma feuille. Et voilà. Fait que là, je vais prendre le -1 au lieu de -1. Donc, -1. Et je fais glisser ma feuille jusqu'à temps que je sente que ma feuille... Et voilà, là, ma feuille est prisonnière. Donc, je vais remonter de 0.05. Là, ma feuille est complètement libre. Donc, je vais descendre de -0.1 pour que ma feuille... Et voilà, ma feuille est juste bien prise. Pour le voir, voyez-vous, elle commence à bomber, là. Ça veut dire que ma feuille est prise, mais je suis quand même capable de tirer dessus. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on fait accepter. C'est aussi simple que ça. Et on va appuyer sur sauvegarder ici. Ça, c'est important parce que dans la macro-calibration, on ne peut pas mettre de commande pour redémarrer le clipper. Donc, on vous a mis un bouton sauvegarder. On clique sur sauvegarder et automatiquement, le clipper redémarre. Alors maintenant qu'on a terminé de faire la calibration du Z-offset ici, on peut descendre. Donc, calibration du capteur de fin de course, c'est important de le faire, le end-stop calibration depuis l'écran ou l'interface web. Alors, on s'en va ici dans notre interface web. Pour ma part, comme vous pouvez voir, ma buse est sur mon plateau, je ne peux pas remettre mon capteur. Donc, je vais appuyer ici sur la petite maison en jaune-orange et ma buse va monter. Je vais en profiter pour venir installer mon capteur. Et voilà! Maintenant, je vais être prêt à appuyer sur mon calibration de end-stop calibration. Alors, j'appuie dessus et voilà, l'imprimante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire 2 à 3 fois
sa calibration pour s'assurer que les capteurs sont précis. Et une fois terminé, on va pouvoir passer à l'autre étape. Et voilà, ça a duré environ 10 secondes, ça le fait environ 4-5 fois et c'est terminé. Maintenant, si je continue l'autre étape, on est rendu à Delta Calibration. Donc, on s'en va ici sur notre interface web et on appuie sur Delta Calibration. Et voilà, c'est parti! Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça prend quelques secondes et c'est fait pour la calibration du delta. Maintenant, si on continue dans notre lancée, nivellement du plateau via le bed leveling. Alors, on s'en va ici. Et normalement, je vous dirais que vous devez appuyer sur sauvegarder à chaque fois que vous faites quelque chose, OK? Pour le moment, tant que je ne ferme pas mon imprimante, c'est pas grave. Alors, je vais tout simplement maintenant faire la calibration du leveling, donc le bed leveling qui est ici. Alors, j'appuie sur bed leveling. On s'assure que le capteur est bien installé, très important. Et maintenant, on fait notre bed leveling. Et voilà, c'est terminé pour le bed leveling. Donc maintenant, notre imprimante est presque prête à fonctionner. Alors, pour ce qui est du Pressure Advance, vous pouvez aller consulter si vous voulez ici. On vous a mis les liens pour l'ADXL aussi. Donc, si vous êtes rendu à cette étape, allez-y, aucun problème. Toutes les informations sont là. Sinon, ça va être dans une prochaine vidéo. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne pour la suite. Alors maintenant, on achève, ça va bien, soyez patients, on arrive à la fin. Alors, on est rendu à l'étape 7, changement côté slicer. On double-clique là-dessus et voilà, on a tous les paramètres pour corriger notre slicer. Donc, on a pour Cura, ces paramètres-là, G-code de départ et G-code de fin. On a Prusa Slicer et Litchi Slicer. Donc, avec ça, vous devriez être en voiture. On s'en va dans Cura. On s'en va ici dans gérer les... Moi, je vais faire ajouter parce que je n'ai pas la FLSON. Donc, ajouter les imprimantes. Je m'en vais ici et je vais descendre à la section FLSON qui est ici. Et voilà. Et je vais prendre la section FLSON Super Racer ajouter. Et voilà. Donc, je m'en vais ici dans gérer les imprimantes. Pour la FLSON, paramètres machine. Et je vais aller ici, puis je vais sélectionner toutes ces lignes-là jusqu'au bout. Je fais bouton de droite, copier. Suivez-moi bien comme il faut. Et je m'en vais là. Là, je vais aller ici, je clique un coup, je fais CTRL A, la touche A, pour tout sélectionner. Et je fais supprime, delete sur mon clavier. Je supprime tout pour qu'il n'y ait plus rien. Et je vais faire CTRL, CTRL V. Là, vous allez dire, il n'y a rien qu'une ligne. C'est normal. Si je déplace mon curseur avec la flèche de gauche, et voilà, mes lignes de commande sont toutes là. On fait la même chose pour le handprint. On fait bouton de droite, copier. On s'en va dans notre fenêtre de Cura. On clique un coup dans le code de fin. On fait CTRL, la touche A. Ça sélectionne tout. Et on fait supprime, delete sur le clavier. Et on fait CTRL, CTRL, V. Et voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. On peut maintenant fermer ça. Maintenant, si on continue, on descend plus bas. Rétraction firmware. Alors, la rétraction firmware donne un avantage comparé à la rétraction du slicer. Elle peut être modifiée en cours d'impression. Ça veut dire quoi? Si vous activez ce petit plugin qu'on vous a donné dans le pack inclus, ça va vous permettre de changer votre rétraction en cours de print à partir de votre interface. Donc, si vous apercevez que vous avez des cheveux d'ange, vous pouvez changer votre rétraction en cours de print. Vraiment très intéressant. Alors, comment ça fonctionne? Démarrer Cura, aller dans l'aide et afficher dossier de configuration et copier le dossier Clipper Setting Plugin du pack dans le dossier Plugin. Alors, on va tester ça. On s'en va ici. On a un dossier qui est Slicer. On clique dessus. On va aller dans Cura. Et voyez-vous ici, il y a un dossier Clipper Setting. On fait bouton de droite, copier. Maintenant, on s'en va dans notre Cura. On ferme ça. On s'en va dans Aide. Afficher le dossier de configuration. Et voilà, là, il apparaît ça. On s'en va dans le dossier Plugin et on fait bouton de droite, coller. Et voilà, on ferme ça. On ferme Cura.
et on redémarre notre Cura. Aussi simpliste que ça. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça nous apporte de plus. On va attendre qu'il ouvre. Il est presque ouvert. Et voilà! Alors, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? C'est simple. Alors, si on va dans notre onglet ici et qu'on déroule plus bas, voyez-vous, on a Clipper Setting qui vient d'apparaître. Alors, tout ce qu'on fait, on clique un coup dessus et on va mettre par contre ici All. Important. Et ça nous donne ça. Voyez-vous, c'est marqué Enable Firmware Rétraction. On le coche. Et on ne touche à rien. On le laisse de même. Ça va être effectif si, dans votre déplacement, vous activez la rétraction. Si vous ne l'activez pas, ben, ce module-là ne fonctionne pas. C'est normal. Mais par contre, quand vous activez dans votre déplacement, activez la rétraction, ben, automatiquement, lui prend le contrôle et fait toute la conversion pour s'assurer que dans votre clipper, vous puissiez changer la rétraction, même si vous y avez donné des paramètres dans votre slicer. Il va s'en foutre complètement. Alors, vraiment, une belle ajout. Alors, maintenant qu'on a vu le plugin de Clipper Setting, voyez-vous, tout est là, tout est bien clair. On descend un peu plus bas. On a maintenant comment utiliser la rétraction avec Prusa Slicer. Et sinon, petite option que moi j'adore. Moonraker Connexion. Ça, c'est le module que j'aime le plus avec Clipper. C'est simple. Vous allez dans Cura, vous allez dans Marche en ligne et vous allez écrire ici Moonraker. Et voilà, M-O-O-N, et voilà, il nous l'apporte tout de suite. On fait installer, tout simplement, accepter, et voilà, tout ce qu'on a à faire, c'est quitter Cura et redémarrer Cura. Alors, je le redémarre, et là, on va aller paramétrer ici nos options. Voyez-vous, ils nous disent redémarrer Cura, aller dans les préférences de votre imprimante et cliquez sur Connect Moonraker. OK? Alors, on s'en va dans notre Cura. Et voilà, on est dans Cura. On s'en va ici dans FSN Racer, gérer les imprimantes. Sur notre FSN Racer, voyez-vous, c'est marqué Connect Moonraker. Je clique dessus. Ensuite, ici, si on suit bien, ça dit de taper l'URL de notre imprimante. Alors, l'URL de notre imprimante, c'est ça ici. Pour ma part, c'est le 192.168.1.102. Alors, je m'en viens dans mon Cura et je vais taper 192.168.1.102. Et voilà, là, il va peut-être me donner une petite erreur. Voyez-vous, ça dit que ce n'est pas valide. Donc, je dois mettre en avant http:// et voilà, ça devrait fonctionner. Oups, j'ai mal écrit mon 102. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc, là, il va fonctionner, je suis sûr. Ah, je suis en majuscule et que je travaille en amateur. On enlève les majuscules, http, et voilà, je n'ai plus deux petits points. Désolé pour le côté amateuriste de cette vidéo. Et ensuite, on s'en va dans Upload et on va cocher UFP with Tumblr Name. Ça, c'est trippant, je vous le dis tout de suite. On ferme tout ça, c'est terminé, c'est aussi simple que ça. On continue. Et voilà, c'est ce qui met fin à toute l'explication pour mettre votre clipper en fonction. Maintenant, on est prêt à lancer un print. Vous allez voir que c'est tellement facile, c'en est enfantin. Maintenant, vous avez d'autres fichiers. Ça, c'est pour les futures vidéos. Alors, Clipper Screen, quand je vais installer mon écran, l'ADXL, lorsque je vais le recevoir, les explications des fichiers et des macros. Donc, si vous ouvrez ça, vous allez savoir exactement quel fichier fait quoi, à quoi il sert. Donc, si on s'en va ici, dans Machine, là, voyez-vous, là, on a, si je clique sur 10 puis je mets 25, on a des fichiers de configuration backup. Ceux-là, vous pouvez les garder ou les supprimer. Ils sont avec une date. C'est parce qu'à chaque fois qu'on modifie notre printer CFG, on a un nouveau fichier qui se crée. Donc, vous pouvez les supprimer en les sélectionnant tout simplement. Ça remet ça propre. Et si vous voulez savoir à quoi sert chaque fichier, alors c'est ici que vous allez savoir à quoi ça sert. Donc, c'est très simpliste, c'est bien conçu et c'est clair, ça vous donne tout leur juste. Maintenant, on va regarder pour lancer un print.
Alors maintenant, on est rendu à l'étape de slicer une pièce puis regarder comment ça fonctionne. Donc, on va pouvoir démarrer un print. Donc, ici, si on regarde rapidement, on va faire un petit survol rapide parce que je ne veux pas trop mettre de temps sur Clipper, sur la présentation et tout. Ce qu'on veut, c'est l'installer puis mettre ça en marche. Donc, on fera une vidéo au pire pour bien décortiquer tous les paramètres. Alors, tableau de bord, vous avez toutes les fonctionnalités que vous avez besoin pour contrôler votre extrudeur, vos affaires. Vous pouvez tout changer ici, vos paramètres. Le Z-Offset, ça, c'est les baby steps. C'est ici que vous pouvez les réajuster en cours de print. Aussi simple que ça. Ensuite, vous avez vos déplacements de vos axes ici. Vos macros sont ici, vos lignes de commande, vos extrudeurs, les températures de chauffe, les réglages de la machine pour les vitesses, les maximums et autres. Console, c'est là qu'on pourrait taper des lignes de commande au même titre que ici. Maillage, ça nous montre notre lit. Alors, on voit ici notre lit qui est ici. Le fichier G-Code, c'est nos fichiers qu'on va pousser dans la machine, dans le clipper. On peut visualiser en 3D nos G-Codes. On va le regarder aussi. On a les historiques de ce qu'on a fait et nos onglets machine pour modifier nos fichiers si on a besoin. Ici, on a un gestionnaire de mise à jour. Très important de faire les mises à jour. Alors, je vous dirais, cliquez un coup sur la roue ici. Et quand ça va avoir fini de tourner, ça va vérifier tous ces systèmes-là. Et s'il y en a ici qui ne sont pas à jour, ils vont apparaître en bleu. Et tout ce qu'on fait, c'est mettre tout à jour. Alors, je vais maintenant attendre qu'il arrête. Et voilà, il a fini de tourner, donc je vais faire mettre tout à jour. Et voilà, une fois que les mises à jour sont faites, on garde pour le slicer. Et voilà, on est rendu maintenant à slicer une pièce. Donc, on ne se cassera pas trop la tête. On va aller dans Extension, Part and Calibration et on va se mettre un petit cube de calibration. Et dans nos paramètres, moi je ne toucherai rien, c'est les paramètres standards de FLSON pour le SR. Donc, tout est par défaut, j'ai rien touché, les vitesses sont par défaut, 150, c'est pas très rapide, on va aller à 350 tantôt, je vous le garantis. Les supports, on s'assure qu'ils sont désactivés parce qu'on n'en a pas besoin ici. Sinon, une fois terminé, on fait découper. Regardez bien la beauté de la chose. On clique sur la petite flèche, on s'assure d'être sur Upload to FLSON. On clique sur ça. Il apparaît cette fenêtre-là. On peut changer le nom. On peut l'appeler Cube, tout simplement, et faire Upload. Et voilà, c'est tout. C'est rendu dans notre imprimante. Je m'en vais ici. Voyez-vous, le fichier est là. Puis quand je mets ma souris sur l'image, ça grossit. C'est tellement plaisant. Si je vais dans le fichier G-Code, il est là. J'ai tout. La date, l'heure de l'objet, la hauteur de couche, tout est là. On a tous les paramètres, c'est génial. Sinon, même à souris sur l'icône, on voit la pièce plus grosse. Alors, vraiment pratique. Et lorsque vous allez avoir votre écran installé sur l'imprimante, ça va devenir autonome. Vous allez pouvoir tout slicer vos fichiers, envoyer tout ça dans l'imprimante et aller directement à votre écran pour faire les impressions que vous voulez selon les pièces que vous allez choisir dans votre fichier G-Code. Sinon, si on va dans Visualiser, on peut visualiser notre pièce. Là, présentement, on ne l'a pas démarré encore. Ce qu'on va faire, on va démarrer l'impression, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne pour la visualisation. Alors, je m'en vais ici dans le tableau de bord. Je clique sur mon fichier G-Code ici, mon fichier cube, et je fais Impression. Et voilà. Alors, j'active la caméra, je vous montre tout ça. Je viens de démarrer l'imprimante. La tête a descendu, elle est venue se déporter dans le côté. Pourquoi? Ça a été pensé. C'est parce que si le filament coule, bien, il va couler au milieu de votre plateau, puis il va comme tout tacher votre plateau avec du filament. On ne veut pas ça. Donc, on déporte la tête dans le côté, on chauffe le plateau en premier. La tête, on la monte à peu près à 150 degrés parce que la tête va toujours plus vite en chauffe que le plateau. Donc, un coup que le plateau va atteindre sa chaleur, il va maintenant continuer la chauffe de la buse et ce qui va éviter le maximum de coulage. Ensuite, l'impression va démarrer, va faire sa ligne de purge et il va venir imprimer notre petit cube. C'est là qu'on va vérifier si notre hauteur de première couche est bonne. À date, je l'ai fait 3 fois dans le passé, installer Clipper et tout. Puis à chaque fois que je faisais print comme je viens de faire là, la première couche était toujours parfaite. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça donne dès que ça démarre. Et voilà, ma buse est en train de descendre. Je vérifie. Elle est vraiment trop haute, donc je vais descendre mon Z-Offset. Je m'en viens ici et je descends ici mon Z-Offset. Je vais commencer par moins 0,5. Je suis vraiment trop haut, donc je corrige mon Z-Offset
Je vais sûrement devoir refaire mon print. Je suis presque beau, là. Et voilà, je suis quasiment beau. Je redescends encore un petit coup, je crois. Il en manque pas gros, encore un petit coup. À l'œil, ça semble beau. Je vais vérifier ça. Merveilleux. Donc, à l'écran, j'ai pu ajuster mon Z Offset. C'est normal, ça peut arriver. Ça, c'est un coup que c'est fait. On n'y touche plus, c'est terminé. Il apparaît une option dans le Z Offset. Regardez à l'écran ici, là. On fait sauvegarder jusqu'à la sonde. On fait OK. Et voilà, quand on va redémarrer Expert, ça va être fonctionnel, ça va être pris en compte. Donc, maintenant, c'est en train d'imprimer. Je le laisse filmer. Dès que c'est terminé, on regarde qu'est-ce que ça donne. Alors, mon impression est en train de se faire. Je vais vous montrer une petite fonctionnalité. Dans le visualisateur de G-Code, vous faites charger le fichier courant. Et une fois que c'est fait, vous cochez Suivi. Et il va vous montrer tout ce qui est en train d'imprimer en temps réel. Alors, c'est vraiment génial comme option. Je vous le conseille, c'est le fun à voir. Donc, maintenant, je termine cette impression-là. Je me configure un cube à 350, je le démarre, puis je vous mets ça en temps réel à la caméra. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai présenté comment moi, j'installais Clipper dans ma FLSON grâce au pack que Cyril a concocté pour JSTech et pour vous. Alors, je peux vous dire que ça fonctionne très bien le pack et c'est quand même très clair et c'est en français. Alors, on en profite. Donc, j'ai installé tout ça, ça s'est bien passé. Par contre, durant la vidéo, lorsque j'ai fait ma première impression, j'ai dû ajuster mon Z Offset. En temps normal, dans mes autres essais, j'en ai fait 3 essais, je n'ai pas eu besoin du tout d'ajuster ma première couche, elle était parfaite. Donc, j'ai pas pris de chance, j'ai dit, il se passe de quoi? J'ai repris mon printer CFG qui était dans le pack à Cyril, qui était vierge, et je l'ai copié directement, j'ai écrasé celui que j'avais calibré pour refaire toute ma calibration. Et lorsque j'ai démarré mon impression, la première couche était parfaite. Alors, j'ai peut-être fait une mauvaise manipulation parce que, veut pas, quand on fait la vidéo, on arrête, on fait toutes sortes de tests, puis on coupe les séquences. Donc, j'ai peut-être échappé quelque chose, on ne le sait pas, mais c'est pas grave, je peux vous dire que ça fonctionnait pareil, même après avoir acheté mes Baby Steps, c'était parfait. Ensuite, la qualité de mes impressions, elle n'est pas top. Je suis même pas très satisfait. OK? C'est pas anormal. J'ai besoin de recalibrer ma machine mieux que ça. J'ai besoin de dire à Clipper exactement qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, le Pressure Advance va être une option intéressante pour corriger tout ça. Et l'ADXL aussi. Par contre, l'ADXL, je ne l'aurai pas tout de suite, pas avant 2 semaines, peut-être 3. Comme on commence en Chine, ben c'est pas toujours rapide, surtout ce que je reste. Alors, on va être patient, on va attendre de recevoir l'ADXL et je vais vous faire la vidéo pour vous montrer comment bien calibrer votre machine. Et je crois que la qualité de mes impressions est peut-être due à ma buse. Comme j'ai fait 3 essais avant de faire cette vidéo-là de Clipper, au début, c'était pas top et ma buse a été foncée dans le plateau à une vitesse turbosonique. C'était de toute beauté à voir, je peux vous le dire. Sinon, ben, c'est peut-être ça qui fait que ma qualité n'est pas bonne. Je m'en suis rendu compte peut-être juste après, j'ai dit « Ah, on y va comme ça, puis prochaine vidéo, on corrigera le tir. » Sinon, ben, on regarde qu'est-ce que ça donne côté impression. Alors, j'ai fait 2 petits cubes, un à 150 et un à 300, et le vase à 300. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, on voit ici le cube en question. On va le mettre dans le bon sens, et voilà. On peut voir qu'il y a un peu de ghosting, on peut voir que les coins ne sont pas très jolis. Ça, c'est normal. C'est la Pressure Advance qu'on doit corriger. Et le ghosting va s'éliminer avec l'ADXL. Et voilà, le dessus est quand même correct, mais ce n'est pas top. Le dessous est quand même bien. Alors, si on regarde celui fait à 300, et voilà. Donc, c'est quand même presque pareil. OK? C'est pas parfait, là. Comme je vous dis, je ne suis pas en amour.
mais on va l'amener à un autre niveau, je vous le garantis. Sinon, c'est propre. Et voilà. Alors, maintenant, le vase à 300. Voici ce que ça a donné. Alors, vous, comme vous pouvez voir, c'est quand même pas pire, mais c'est pas beau. Je vous explique pourquoi. Si on regarde bien, je vais vous le trouver ici, là. Je vais essayer de bien vous montrer. Voyez-vous, j'ai des ouvertures. Ça, c'est mon extrudeur qui n'a pas assez poussé de filament. Alors, je manque de calibration sur mon extrudeur. Alors, c'est peut-être, comme je vous dis, ma buse qui est fatiguée un peu. Donc, je vais devoir regarder pour changer ma buse et refaire mes calibrations. Et d'après moi, on va corriger tout le problème. Mais dans l'ensemble, ça semble bien. OK? On n'oublie pas que ça a été imprimé à 300. C'était rapide. Pour un mois de vase, je peux vous le garantir. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo qui est très longue, je m'en excuse, j'avais pas le choix. Si je l'aurais fait, il aurait fallu que je le fasse en 2 parties, mais ça n'avait pas de bon sens. Je voulais vraiment terminer le sujet pour ceux qui veulent installer Clipper sur leur FS-Son. Alors, vous allez devoir être patient et regarder la vidéo en entier et essayer de ne pas tomber endormi. Ça va être le défi du jour. Sinon, ben, un gros merci à Cyril d'avoir participé à cette expérience de Clipper. Et merci à tous les abonnés qui me suivent sur Discord, qui m'ont donné un bon coup de main aussi. Je nommerai pas les noms, je vais en oublier. Alors, merci à tous ceux qui m'ont aidé aussi sur Discord. Alors, si vous avez des questions, des problèmes ou autres, venez sur Discord parce que c'est pas facile sur YouTube de régler des problèmes dans les discussions. C'est pas toujours facile dans les commentaires. Donc, venez sur Discord. On a des salons pour ça qui sont spécialisés pour Clipper. Donc, on va pouvoir vous aider. Et Cyril est là aussi. Il va pouvoir, quand il a le temps, répondre à vos questions. Donc, si vous voulez faire plaisir à Cyril, peut-être lui payer un petit café, ça serait apprécié. Ça payerait son travail parce qu'il a mis beaucoup de temps. Sinon, ma paye, je vous l'ai dit, petit pouce en l'air, laissez-moi des commentaires, la petite cloche, puis abonnez-vous, c'est important. Merci tout le monde, à la prochaine, bye bye.